Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je te parle du Hatha Yoga, des Varush-Pohl et des 5 points qui en font vraiment une pratique unique. C'est parti. Le premier point, c'est l'unicité de la posture. Dans la séance, on ne pratique qu'une seule fois la même posture. Voilà. Il n'y a pas de répétition, il n'y a pas plusieurs essais. On va pratiquer la posture une seule fois avec son format respiratoire. Voilà. Chaque posture a un format ou un contrat respiratoire. C'est-à-dire que la posture, elle peut être vécue en respiration libre, respiration continue, respiration consciente, voilà, classique. Elle peut aussi être vécue avec des suspensions de souffle. Il y aura des postures qui vont être placées et vécues en suspension inspiratoire. Seulement le temps d'une inspiration, donc, et d'une petite suspension, une petite pause dans le souffle après cette inspiration. C'est-à-dire que lorsqu'on aura besoin d'expirer, cette posture, elle est terminée. On l'a pratiquée une seule fois, juste la durée de l'inspire et de la petite pause qui suit l'inspiration. Voilà. De la même manière, pour les postures qui ont un format respiratoire, en suspension expiratoire, on va laisser expirer et on va profiter de la petite pause pour vivre la posture. Voilà. Lorsqu'on a besoin d'inspirer, la posture est terminée. On défait la posture, on laisse vivre le souffle spontanément ensuite. Voilà. 3 formats respiratoires pour cette posture qui sera vécue une seule fois dans la séance. Voilà. Chaque posture ne sera vécue qu'une fois. Il n'y a pas de répétition, ce qui offre de nouvelles sensations en général, en tout cas ce qui offre la possibilité de vivre pleinement la posture. On sait qu'il n'y aura pas d'autres essais, d'autres possibilités de vivre cette posture-là, donc on est pleinement présent à la posture qui vient, qui se place, qui s'installe, et la manière dont on peut la vivre. Voilà. Il n'y a rien à réussir, juste à accueillir les possibilités du moment. La posture va se révéler selon les possibilités du jour, lorsqu'on ne la fait qu'une seule fois, lorsqu'on ne la pratique qu'une fois. Voilà. C'était le premier point, une seule fois la posture dans la séance. Une seconde particularité de cette pratique, l'enseignant, les pratiquants, pratiquantes ne font pas ensemble. C'est-à-dire que l'enseignant va proposer une posture, ou une technique respiratoire par exemple. Il va d'abord la montrer physiquement, voilà. Éventuellement amener quelques mots pour ajouter un peu de précision à cette posture. Et ensuite, les pratiquants-pratiquantes auront un moment pour vivre leur posture simplement avec eux-mêmes. D'accord ? Pourquoi ? Ça va offrir déjà une qualité de présence au niveau de l'attention, c'est-à-dire qu'on est pleinement présent à observer ce que l'enseignant propose. D'accord ? À observer, écouter ce que l'enseignant propose. Et lorsque l'on sera dans notre pratique, on n'est plus avec l'enseignant, mais on est juste avec nous-mêmes. Voilà. Encore cette qualité de présence. On ne fait pas des petits allers-retours comme ça, d'attention, observer, essayer de refaire sur soi, etc. Là, on est juste soit à observer ce qui est proposé, soit à pratiquer pour soi. Voilà. Accueillir son corps, son souffle, ses sensations. On est pleinement présent à ce que l'on vit, à notre pratique. Voilà. Ça nous offre une autre qualité d'écoute, une autre saveur dans les sensations aussi. On a la possibilité de ressentir pleinement sans être interrompu. Et donc, une qualité d'intériorité. Voilà, la présence. Un troisième point particulier de cette pratique selon les Varush-Pohl, ce serait le rythme dans la séance, dans la pratique, et aussi la hiérarchie. Il en comporte 2 finalement. Donc troisième point, le rythme de la séance dans la pratique et hiérarchie dans la séance, c'est-à-dire comment s'entremêlent les postures les unes aux autres. Voilà. D'abord le rythme. Dans cette pratique, il n'y a quasiment pas d'enchaînement de postures, à part la salutation au soleil que l'on pratique,
qui est un enchaînement de 12 postures. Voilà. Mais sinon, dans la pratique d'une séance classique, disons, il n'y a pas d'enchaînement de postures. On a vu dans le premier point que la posture, elle est vécue une seule fois, elle n'est pratiquée qu'une fois, sans répétition. Eh bien, après chaque posture, il y a un temps de trêve. Voilà. Un temps, d'abord, d'écoute, de la saveur nouvelle après avoir vécu cette posture. Voilà. Des sensations du corps, des sensations du souffle, de tout ce qui émerge à la suite de cette posture qui a engagé des changements intérieurs. Pour poursuivre cette petite trêve, après la posture, on va replacer toute l'attention, la présence, sur le souffle, sur les petites respirations, la respiration spontanée, voilà, plutôt la respiration basse, ici. D'accord ? Et viendra un temps final dans cette petite trêve-là, après la posture, qui sera la grande respiration. La grande respiration, c'est une respiration en 4 temps, un petit peu étalée, d'accord, qui permet d'explorer les 4 temps du souffle, l'inspire, la suspension inspiratoire, l'expire et la suspension expiratoire. Voilà pour le rythme. Donc pas d'enchaînement de posture, un temps de posture, un temps de trêve. Et on reprendra un temps de posture, un temps de trêve, etc. sur tout le déroulé de la séance. Pour ce qui est de la hiérarchie, comment s'entremêlent les postures dans la séance, elles suivent un ordre spécifique qui est régi un petit peu par les besoins et les possibilités du corps, articulaires, musculaires, physiologiques. Chaque posture va préparer la posture suivante. Et la posture suivante va enrichir ou se servir de la précédente pour se faire, se placer. Elle se complète. La précédente introduit la seconde et la suivante complète la précédente. Voilà. Le choix des postures dans la séance, il se fait un peu selon pas mal de critères, selon les besoins des pratiquants, des pratiquantes qui sont là lors de cette séance, selon la saison, selon le moment de la journée où on va pratiquer, selon le climat. Voilà. Il y a pas mal de variations extérieures qui vont influencer la construction de la séance. C'est pour ça que dans la pratique et dans l'enseignement ou la transmission de la pratique selon Eva Rushpohl, on ne prépare pas les séances à l'avance. Voilà. Elles sont proposées sur le moment, selon les besoins du moment. Un quatrième point, à présent, le souffle. Le souffle est très présent dans la pratique du Hatha Yoga, et en particulier dans ce style, Eva Rushpohl. Il est vraiment présent à chaque étape de la séance. Il est présent dans les postures, on l'a vu, chaque posture a un contrat, un format respiratoire qui est respecté, qui lui appartient. Voilà. Et ce format respiratoire et le souffle en général va permettre à la posture de révéler tous ses effets. D'accord ? Voilà. Posture et souffle sont vraiment intimement liés. Il n'y a pas de posture sans respiration, il n'y a pas de respiration sans posture. Voilà. Le souffle, c'est le principe actif un peu de la séance de Hatha Yoga. Il permet de vivre pleinement la posture, d'accord, et d'offrir de la profondeur, de la qualité, de la présence à la posture. Il est variant dans la séance, il va être libre et spontané, il va parfois être suspendu, on l'a vu, après l'inspiration, après l'expiration, toujours sans effort, vraiment, on respecte les possibilités du souffle, on ne cherche pas à faire de l'apnée par exemple, ce sont des suspensions, donc c'est léger, avec un minimum ou sans tension idéalement dans le corps, voilà. C'est tranquille.
Il y a aussi des techniques respiratoires dans la pratique. La première, c'est la grande respiration. La grande respiration, c'est ce petit temps qui termine la trêve entre chaque posture, qui est composé d'une inspiration, d'une suspension de souffle après l'inspiration, d'une expiration et d'une suspension de souffle après l'expiration. Voilà. Dans la pratique, on cherchera une forme d'équilibre dans cette grande respiration, entre autres des deux suspensions, qu'elles s'égalisent dans le confort, mais aussi dans la durée. Il existe d'autres techniques respiratoires, comme les respirations alternées, rapides, respiration alternée lente, qui se pratiquent en général en fin de séance. Voilà. Ce sont des pratiques qu'il faut vivre vraiment sur le tapis, que je détaillerai peut-être un peu plus dans d'autres vidéos spécialement dédiées au souffle, mais voilà. On ne fait pas n'importe quoi avec la respiration, ça doit se vivre vraiment petit à petit, suivre une progression lente et tranquille pour ne pas forcer sur le souffle et ne pas dégrader la respiration, la qualité. Voilà, pour ce quatrième point, le souffle, une grande importance tout au long de la séance dans le Hatha Yoga, et en particulier dans cette pratique. Selon Eva Rushpohl, il est au cœur de la pratique. On arrive au cinquième point, qui font de cette pratique une pratique particulière et unique. Ce serait que dans cette pratique, il n'y a pas de correction. Il n'y a pas de correction physique, d'intervention de l'enseignant, de replacement du corps dans les postures, par exemple, des pratiquants ou pratiquantes. Voilà. Pour différentes raisons. D'abord, une raison, on ne sait pas vraiment qui on touche, et même avec une autorisation et un consentement de la personne, la relation intime qu'il a avec son corps lui appartient, et d'intervenir comme ça en tant qu'enseignant pour replacer le corps de quelqu'un dans une posture, par exemple, ça peut être intrusif. Voilà, c'est une raison. Une raison plus pédagogique, disons maintenant, c'est que déjà il n'y a rien à réussir. La pratique posturale, elle produit, elle génère, elle offre des effets internes, et c'est ce que l'on cherche en particulier, que la posture soit petite ou très aboutie. Voilà. À partir du moment où elle respecte la structure et le format respiratoire, comme on l'a vu précédemment, il y aura des effets laissés par la posture, des effets internes, des effets articulaires, des effets musculaires, des effets respiratoires, et plus physiologiques, circulatoires, digestifs par exemple, etc., selon la posture qui est proposée. Bien. Donc, il n'y a rien à réussir, il n'y a pas à rentrer dans un moule postural pour que la pratique soit valable. Ensuite, c'est une pratique dans laquelle on va prendre le temps que le corps se laisse ouvrir, que la posture se déploie, que la relation, la manière de s'entreprendre puisse s'alléger parfois, etc. Donc l'enseignant va plutôt, dans la durée, proposer une posture qui va évoluer, toujours en respectant le corps du pratiquant ou de la pratiquante et ses possibilités. Voilà. Et donc, petit à petit, avec l'accompagnement, la précision, séance après séance, eh bien, le pratiquant va pouvoir rencontrer, avancer sur le chemin de sa posture. Voilà. Y être de plus en plus confortable, que la posture soit aussi durable, qu'on puisse y rester un petit peu, en respectant le format respiratoire toujours, et donc qu'elle puisse offrir de plus en plus d'effets, de plus en plus d'intérêt, de sensations. Voilà. Et ça se fait petit à petit. D'accord ? Ce chemin qui sera finalement défriché, trouvé petit à petit par le pratiquant, il va pouvoir y retourner facilement dans cette posture juste pour lui. Voilà. Alors que peut-être que l'intervention extérieure, d'un placement extérieur, sera plus difficile à retrouver ensuite par lui-même. Voilà, c'est un chemin
une recherche. Et ça appartient au pratiquant, à la pratiquante. On ne peut pas lui retirer ce chemin juste en replaçant, en lui disant c'est comme ça que ça doit se placer. Okay. Cela dit, effectivement, il pourrait y avoir un placement qui puisse être néfaste pour son corps ou qu'il puisse se blesser, par exemple. À ce moment-là, bien sûr, l'enseignant ou l'enseignante va intervenir peut-être en allant près de cet élève, en lui disant « Attention, là, ce placement, tu pourrais éventuellement te faire du mal, donc évite ou prends un autre chemin. » Voilà. Ça peut être ce genre d'intervention qu'il peut y avoir effectivement. Mais globalement, sinon, il n'y a pas de correction dans chaque posture, comme dans certaines pratiques, qui n'en sont pas moins valables. C'est juste ici, dans la pratique, dans le style, et selon Eva Rushpohl, il n'y a pas de correction physique, il n'y a pas d'intervention de la part de l'enseignant pour corriger la posture. Ça va se faire petit à petit, au long des séances, tout au long des années de pratique même peut-être, pour trouver le chemin de sa posture, et c'est d'autant plus, disons, intéressant, réjouissant lorsqu'on y arrive. Voilà. La pratique selon Eva Rushpohl en 5 points, par mon filtre évidemment, la transmission que je propose, et ravi de partager quelques informations à propos de cette pratique de yoga qui m'est très chère, que je pratique maintenant depuis une quinzaine d'années quasiment, que je transmets depuis quelques années aussi. Et c'est avec plaisir si vous avez des questions sur ces petits points, sur la pratique, que j'y répondrai dans les commentaires de la vidéo par exemple. Vous retrouverez toutes les infos sur les cours hebdomadaires sur le site samanayoga.fr que je peux mettre aussi en description de cette vidéo, sur les ateliers ponctuels ou les stages, voilà, et vous retrouverez, si la pratique vous intéresse, ou si vous avez envie d'approfondir cette pratique et d'aller plus loin, la formation au sein de l'Institut Eva Rushpohl à Paris, pour vous former à devenir éventuellement enseignant ou enseignante, en tout cas approfondir votre pratique et vos connaissances sur le Hatha Yoga et la pratique d'Eva Rushpohl. Voilà, je suis intervenant ponctuel dans cette formation, un institut qui a maintenant plus de 50 ans d'enseignement et de transmission de la pratique du yoga et qui continue de transmettre avec grand cœur cette pratique venant d'Eva Rushpohl. Voilà. Au plaisir de vous retrouver, soit ici, soit sur le tapis. Prenez bien soin de vous, à bientôt.